Bonjour à tous, mon nom est Pierre-Luc Lisotte, je suis ingénieur agricole et agronome. Je suis également producteur au vin au Bas-Saint-Laurent. Je participe au développement de l'outil de caractérisation de gaz à effet de serre du projet Agriclimat Phase 2. Et aujourd'hui, j'ai l'opportunité de vous parler des émissions de gaz à effet de serre issues de l'agriculture québécoise. Cette présentation est divisée en trois sections. En premier lieu, je vais discuter des différents gaz à effet de serre et leur potentiel de réchauffement. Ensuite, je parlerai des principaux secteurs d'émissions de gaz à effet de serre au Québec. Et je vais conclure avec les différentes sources, les postes d'émissions qui sont pris en considération lors de la réalisation d'un bilan de gaz à effet de serre à la ferme. Au niveau des gaz à effet de serre, que ce soit pour un inventaire à la ferme ou bien un inventaire provincial ou national, trois principaux gaz sont pris en considération. Il existe un assez grand nombre de gaz à effet de serre, mais c'est vraiment ces trois principaux gaz qui sont quantifiés. Le premier gaz, dioxyde de carbone, CO2. Deuxième gaz, méthane, CH4. Troisième gaz, protoxyde d'azote, qu'on peut également appeler oxyde nitreux, le N2O. La principale source de dioxyde de carbone à la ferme, c'est l'utilisation d'énergie. Donc, dès qu'on utilise un carburant à la ferme, le processus de combustion d'un carburant va être la première source de CO2 sur la ferme. Carburant diesel dans le tracteur pour les opérations culturelles, mais ça peut être également le propane ou le gaz naturel qu'on peut utiliser pour le chauffage des bâtiments ou bien le séchage du grain. Au niveau du méthane, deux principales sources à la ferme, soit la fermentation entérique et l'entreposage des fumiers. Au niveau de la fermentation entérique, c'est la digestion des aliments par les ruminants qui va former, qui va émettre le méthane, alors qu'au niveau de l'entreposage des fumiers et des lisiers, c'est le processus de biométhanisation des matières organiques contenues à l'intérieur de ces fumiers et lisiers qui va former, qui va générer le méthane. Le protoxyde d'azote, le N2O, est émis lors du processus de dénitrification de l'azote. L'azote qui peut être contenu autant dans le fumier durant l'entreposage, fumier lisier, que de l'azote contenu à l'intérieur du sol, donc au niveau de la gestion des sols agricoles. Ces gaz à effet de serre vont avoir différentes durées de vie dans l'atmosphère. Le dioxyde de carbone, le CO2, va généralement avoir une durée de vie de l'ordre de 100 ans, alors que le méthane, on parle de 11,8 années de durée de vie dans l'atmosphère et le protoxyde d'azote, 109 ans. L'autre chose également qui est importante de comprendre, c'est que le méthane et le protoxyde d'azote vont avoir des capacités à retenir la chaleur beaucoup plus élevées que celles du dioxyde de carbone, le CO2. D'ailleurs, le méthane, basé sur le cinquième rapport du GIEC, sur une base de 100 ans, va avoir 28 fois la possibilité de retenir la chaleur, de 28 fois le potentiel de réchauffement planétaire en comparaison à celui du CO2. Le protoxyde d'azote, puissant gaz à effet de serre, va avoir 265 fois la capacité de retenir la chaleur en comparaison au CO2. Ça veut dire que une tonne de protoxyde d'azote va équivaloir à l'émission de 265 tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Ici, j'ai parlé en fait de compte de potentiel de réchauffement sur une base de 100 ans et sur une base également du cinquième rapport du GIEC qui date de 2013. C'est le GIEC, soit le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat qui balise les potentiels de réchauffement, la valeur de potentiel de réchauffement à utiliser pour les différents gaz. Le cinquième rapport a été mis en 2013, comme je le mentionnais. Il y a un sixième rapport qui a été partiellement publié à l'automne 2021. Il y a certains changements qui sont faits au niveau des potentiels de réchauffement globaux du méthane et du protoxyde d'azote. Le méthane demeure relativement de l'ordre de 28 en termes de potentiel de réchauffement ou de capacité à retenir la chaleur en comparaison au dioxyde de carbone, CO2. Cependant, il y a une distinction qui se fait au niveau du méthane issu ou non des énergies fossiles. Au niveau du protoxyde d'azote, l'N2O, dans le sixième rapport, il y a une légère correction qui se fait, soit une augmentation du potentiel de réchauffement qui passe de 265 à 273.
Pourquoi ces ajustements sont faits d'un rapport à l'autre? En fait, c'est les nouvelles connaissances qu'on a au niveau des gaz et également des nouvelles connaissances qu'on a sur l'effet des gaz sur le réchauffement planétaire, sur les changements climatiques, qui fait en sorte que certains réajustements sont faits au niveau des potentiels de réchauffement globaux de ces gaz. Une fois qu'on a quantifié à l'échelle de la ferme, mais également à l'échelle provinciale ou nationale, les émissions de protoxyde d'azote et de méthane, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre ces grammes, kilogrammes, tonnes d'émissions de protoxyde ou de protoxyde d'azote ou bien de méthane, puis on va les multiplier par leur potentiel de réchauffement pour ramener le tout sur une même base, soit une équivalence CO2. Donc, on va multiplier notre protoxyde d'azote par 265 pour ramener sur une base de CO2. Même chose pour le méthane. On va multiplier nos émissions de méthane par 28. On additionne le tout et on obtient des équivalents CO2. Donc, à la fin d'un bilan, le chiffre qui va en fait exprimer nos émissions à la ferme va être en termes de, généralement, tonnes d'équivalent CO2 produits à la ferme. Notre bilan, nos tonnes d'équivalent CO2 produits à la ferme, émis à la ferme, peut ensuite être divisé par une unité de production. Et le fait de diviser nos émissions par une unité de production, on va parler maintenant d'intensité d'émissions. Ce sont des unités fonctionnelles qui nous permettent en fait de comparer entre fermes types, mais également entre productions. Donc, si on a un bilan avec X tonnes d'équivalent CO2, on peut diviser par le nombre de kilos carcasses produits, comme par exemple si on est en bovin de boucherie ou si on est un producteur ovin. On peut également diviser par le nombre de tonnes de céréales produits, diviser nos émissions par la superficie cultivée, par la quantité de lait produit en termes de kilogrammes de lait corrigé selon la teneur en protéines et la teneur en gras du lait. Donc, ça nous permet ici de pouvoir comparer par rapport à certaines références. Ici, dans le graphique, on peut voir, c'est un peu l'exercice qui a été fait. On a comparé on a pris les émissions sous forme d'équivalent CO2 qu'on a divisé par des grammes de protéines produites. Et pour le bœuf, l'agneau, crustacé, c'est des émissions par 50 grammes de protéines produites plus élevées que le fromage, le porc ou le poisson d'élevage, etc. Au niveau des principaux secteurs d'émissions de gaz à effet de serre au Québec, le premier secteur qui va émettre le plus de GES au Québec est celui des transports. D'ailleurs, en 2019, les transports correspondaient à 43,3 % de l'ensemble des GES émis par la province. En deuxième position, le secteur industriel avec 29,4 % en 2019. L'agriculture est un secteur économique non négligeable en termes d'émissions de gaz à effet de serre au Québec. En 2019, on parlait de 9,2 % de l'ensemble des émissions provenant de la province. Ici, une chose également qui est intéressante à constater, c'est que l'électricité occupe une portion très faible des émissions émises des émissions provenant de la province. En 2019, on parlait de 0,3 % de par notre hydroélectricité, très peu de GES sont émis lors de la production et du transport de l'électricité. Néanmoins, il y en a quand même un peu qui est émis. Mais c'est généralement 100 fois plus faible que nos provinces voisines telles que le Nouveau-Brunswick ou bien l'Ontario. L'agriculture est une importante source d'émissions de méthane et de protoxyde d'azote à l'échelle provinciale. Au niveau du méthane, l'agriculture est le deuxième émetteur. D'ailleurs, en 2019, c'était 36,6 % de l'ensemble des émissions de méthane qui provenaient de l'agriculture. Le premier secteur émetteur de méthane était la gestion des déchets avec 53,2 % du méthane en 2019. Au niveau du protoxyde d'azote, on se souvient, puissant gaz à effet de serre, 265 fois le potentiel de réchauffement en comparaison au dioxyde de carbone. L'agriculture est le premier émetteur au Québec avec 72,4 % en 2019.
Lors de la réalisation d'un bilan d'un inventaire de gaz à effet de serre à la ferme, ce sont 5 principales sources de GS qui sont prises en considération. Il y a la fermentation entérique, qui va être une source de méthane, les sols, qui va être une importante source de protoxyde d'azote, mais également un peu de dioxyde de carbone va être émis des sols de par le chaulage et l'hydrolyse également de l'urée, comme par exemple. La gestion des fumiers, ou en d'autres mots, l'entreposage des fumiers et des lisiers, va être une source de méthane et de protoxyde d'azote. L'utilisation des énergies, on en a parlé un peu plus tôt, la combustion des carburants à la ferme va être une source importante de dioxyde de carbone, CO2, mais également en beaucoup plus faible quantité de méthane et de protoxyde d'azote. L'achat d'intrants, ici, est la 5e source. D'un côté, c'est une source de gaz à effet de serre indirect, c'est-à-dire que, et c'est pour cette raison ici que achat d'intrants est mis entre parenthèses, ce sont des émissions indirectes. Des émissions directes surviennent sur la ferme, donc c'est des émissions qui vont provenir de la ferme comme telle, alors que des émissions indirectes proviennent de l'extérieur de la ferme. Et quand une entreprise fait l'achat d'un intrant, un intrant, ça peut être l'alimentation pour le bétail, ça peut être carburant, engrais minéraux, euh, plastique, pesticides, pour durant le processus de production, fabrication et transport de l'intrant à la ferme, il y a eu émissions de gaz à effet de serre qui sont prises en considération dans le bilan à la ferme. Si on regarde un peu plus en détail les différentes sources de gaz à effet de serre lors de la réalisation d'un bilan, il y a la fermentation entérique. La fermentation entérique va être la première source de méthane en agriculture. Ça va être également un poste très important en termes de quantité de GS émis à la ferme pour les entreprises faisant l'élevage de bovins laitiers, de bovins de boucherie, ovins caprins. Donc, les fermes d'élevage de ruminants, généralement, la fermentation entérique va être l'un des premiers postes en importance de gaz à effet de serre à la ferme. Il y a un peu de fermentation entérique qui est considéré pour le porc. Le coefficient d'émission pour le porc est cependant là, très faible. Et pour le secteur avicole, donc les poules, les coqs d'Inde, dindons, en fait, le coefficient d'émission en termes de fermentation entérique est nul, est de 0. Donc, aucune fermentation entérique pour ce qui est du secteur avicole. Le méthane est produit lors de la digestion des aliments. Donc, la fermentation provenant, le méthane provenant de la fermentation entérique est émis lors de la digestion des aliments. C'est la décomposition, la fermentation des aliments dans leur humaine par les micro-organismes qui vont générer des émissions de méthane. Au niveau des sols agricoles, les sols agricoles, c'est une source importante de protoxyde d'azote à la ferme. C'est l'azote qui peut être contenu ici, dans le cas-ci, c'est l'azote qui est contenu dans le sol, qui peut subir une dénitrification. Donc, c'est les nitrates contenus à l'intérieur du sol subissant une dénitrification par la flore microbienne qui va faire en sorte que du protoxyde d'azote va être émis. Et le processus de dénitrification survient lorsque le sol est en condition d'anaérobie, c'est-à-dire avec peu d'oxygène, comme par exemple lorsque le sol est humide. Les émissions de protoxyde d'azote provenant du sol vont être proportionnelles à la quantité d'azote qu'il y a dans le sol. Autre chose également, c'est que la dénitrification va être également amplifiée selon les conditions d'anaérobie. Donc, plus on va être en condition d'anaérobie, c'est-à-dire avec peu d'oxygène dans le sol, plus l'azote qui est contenu dans le sol va être enclin, va être susceptible de subir une dénitrification et l'émission de protoxyde d'azote. Donc, qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'on va avoir des conditions d'anaérobie dans le sol? Les précipitations importantes. Donc, lorsqu'on est dans une période de l'année où on a davantage de précipitations, c'est davantage de protoxyde d'azote qui va être formé, émis par l'azote qui est contenu dans le sol.
L'autre chose également, au niveau du climat, ici au Canada, dans l'Est, on a davantage de précipitations au courant de l'année en comparaison à l'Ouest canadien, ce qui fait en sorte que généralement, les émissions de protoxyde d'azote pour les provinces de l'Est sont plus importantes que pour les provinces de l'Ouest du Canada. Autre condition également qui peut, en fait, autre situation qui peut générer des conditions d'anaérobie dans le sol, c'est l'humidité élevée du sol. Donc, des sols qui vont être moins bien drainés, des sols qui vont être humides de par la topographie, la présence de cuvettes, ça va être des zones de champs qui vont davantage émettre de protoxyde d'azote comparativement à des zones plus secs là, de sol. La faible aération, donc des sols qui vont avoir une faible aération, une forte densité, une forte compaction, ça va être des sols qui vont produire davantage de protoxyde d'azote. Également les sols lourds. Globalement, les sols lourds vont produire davantage de protoxyde d'azote que les sols légers. Fondre la neige et dégel du sol, c'est vraiment un moment plutôt critique là, au niveau des émissions de protoxyde d'azote. C'est environ 63% des émissions annuelles qui vont être émises durant la fonte de la neige et du dégel du sol. Ce qui survient est que lors du dégel du sol, bon, lorsque le sol gèle durant l'hiver, c'est comme si le sol se scellait, mais il y a quand même une activité microbienne et une dénitrification qui peut survenir même durant les mois plutôt froids là, de l'hiver. Donc, lorsque le sol dégèle, c'est l'effet de briser ce scellant du sol et ce qui amène une forte émission de protoxyde d'azote. La fonte des neiges, c'est beaucoup d'humidité qui va rentrer, c'est beaucoup d'eau qui va rentrer dans le sol et qui va créer là, ces conditions là, très importantes d'anaérobie dans le sol et provoquer la dénitrification de l'azote. Donc, on l'a mentionné, les émissions de protoxyde d'azote, ça va être proportionnel à la quantité d'azote qu'il y a dans le sol. Lorsqu'on dresse le bilan à la ferme, on va prendre en considération les ajouts, mais également les pertes d'azote au sol. Au niveau des ajouts, il y a l'application d'engrais azotés, que ce soit sous forme minérale ou bien sous forme organique. Organique, c'est-à-dire les fumiers lisiers qui sont appliqués au sol. Mais également l'ajout d'azote au sol de par la décomposition des résidus et également la minéralisation de la matière organique. On va prendre également en considération les pertes d'azote. Ce seront des émissions indirectes. Premier mécanisme de perte, c'est la volatilisation. Lorsque l'azote se volatilise dans l'atmosphère, cet azote va se redéposer au sol et peut être enclin ou peut être assujetti à la dénitrification et émettre du protoxyde d'azote. Lessivage, un peu le même processus. Lorsque l'azote est lessivé à travers le profil de sol, c'est de l'azote également là, qui peut être assujetti ou qui peut subir la nitrification et amener des émissions de protoxyde d'azote. La volatilisation et le lessivage, ce sont des mécanismes de perte d'azote au niveau de la culture. Donc, l'azote, c'est des sorties d'azote, des pertes d'azote à l'échelle du champ, à l'échelle de la culture, mais c'est de l'azote qui demeure dans l'écosystème, qui peut subir la nitrification et émettre du protoxyde d'azote. Donc, c'est pour ces raisons, un peu comme l'achat d'intrants, c'est des émissions indirectes qui sont prises en considération dans le bilan de gaz à effet de serre à l'échelle de la ferme. Au niveau de l'entreposage des fumiers, c'est une source assez importante de méthane à la ferme. Dès qu'on fait, en fait, c'est la gestion des fumiers. Dès qu'on fait l'entreposage de fumiers lisiers, ces fumiers lisiers peuvent émettre du méthane, du protoxyde d'azote. C'est un peu la réaction qui va faire en sorte d'émettre du méthane est similaire à celle de l'azote, c'est-à-dire que c'est dans des conditions d'anaérobie que les matières organiques contenues à l'intérieur des lisiers et des fumiers vont se biométhaniser et vont émettre du méthane. Donc, les lisiers, généralement, va émettre beaucoup plus de méthane qu'un fumier. Le fumier doit être vraiment détrempé là, pour
pour émettre là, du méthane à la hauteur de ce que peut faire le lisier. Mais le lisier est beaucoup plus, on parle généralement de pratiquement là, 10 fois plus émetteur de méthane en comparaison au fumier, globalement. Donc, le méthane, on l'a mentionné, provient de la méthanisation des matières organiques contenues à l'intérieur des lisiers et des fumiers. Protoxyde d'azote, c'est le même processus, en fait, que l'azote contenu dans le sol. Donc, l'azote contenu à l'intérieur des fumiers et des lisiers peut subir une réaction de dénitrification et émettre du protoxyde d'azote en conditions d'anaérobie. L'utilisation des énergies, c'est une importante source de dioxyde de carbone en agriculture. La réaction comme telle, la réaction chimique de combustion d'un carburant, que ce soit le diesel dans le tracteur ou bien le gaz naturel ou le propane pour le chauffage des bâtiments ou le séchage des grains, va former principalement du dioxyde de carbone, du CO2, et également en beaucoup moindre quantité du méthane, du protoxyde d'azote. On va prendre également en considération dans l'utilisation des énergies à la ferme, le CO2 qui est émis, encore là de façon indirecte, par l'utilisation de l'électricité. L'utilisation de l'électricité à la ferme n'émet pas de dioxyde de carbone, mais d'un autre côté, pour produire et acheminer l'électricité à la ferme, il y a un peu d'émissions qui vont survenir là, au niveau de la production et de l'acheminement de l'électricité à la ferme et qui est pris en considération dans le bilan. Mais c'est comme on discutait un peu plus tôt là, au niveau de la répartition ou les secteurs les plus émetteurs au Québec. Ici au Québec, c'est très peu d'émissions qui sont liées comme telles à la production ou au transport d'électricité en comparaison à d'autres provinces là, au Canada. L'achat d'intrants pour l'exploitation de la ferme est également pris en considération dans le bilan, dans la réalisation d'un inventaire à la ferme. C'est des IGS qui sont indirects. Donc, il faut un peu s'imaginer, en fait, là, une cloche de verre qu'on va mettre au-dessus de l'entreprise agricole, incluant les bâtiments, les champs. Donc, en mettant cette cloche de verre-là, toutes les émissions qui vont survenir à l'intérieur de la cloche de verre vont être considérées comme des émissions indirectes. Puis les émissions qui vont survenir à l'extérieur de la cloche de verre vont être des émissions indirectes. Quand un producteur achète des intrants, peu importe le type d'intrant, il y a des émissions qui vont survenir par la production, la fabrication, le transport également de ces intrants-là à la ferme, et ces GES sont pris en considération dans le bilan. Au niveau de l'achat des aliments, ça peut être aussi autant du maïs-rond, du tourteau de soya, le minéral, le supplément cubé. Donc, tous les aliments qui vont être achetés à l'extérieur de la ferme, on va associer des équivalents, un indice ou un coefficient de CO2 par tonne, par exemple, d'aliments achetés, qui va prendre en considération la production, la fabrication et le transport de l'aliment à la ferme. Donc, l'achat également d'engrais minéraux, c'est généralement très élevé en termes de GES provenant de ce poste, de cette source d'émission. L'achat de carburant également là, pour les opérations culturales. On comprend que, bon, en fonction des 5 sources de gaz à effet de serre, la répartition des gaz ou la portion de gaz à effet de serre provenant de chacune des sources va être variable selon l'entreprise. Une entreprise en grande culture ou une entreprise en production végétale, en grande culture, maraîchère, horticole, n'aura pas comme telle d'émissions provenant de la fermentation entérique. Mais d'un autre côté, c'est des entreprises qui peuvent quand même avoir, comme par exemple, des émissions liées à la gestion des sols. Supposons que je suis un producteur de grande culture et j'achète des fumiers que je vais entreposer sous forme d'amas au champ pendant une certaine période de temps avant de les pendre au champ. L'entreposage des fumiers comme tel sur mon entreprise va émettre du méthane et du protoxyde d'azote qui seront comptabilisés dans le diagnostic qui sera réalisé, dans le bilan
bilan, l'inventaire qui sera réalisé à la ferme. Donc, dépendamment du type de production, de gestion des fumiers qu'il peut y avoir, la gestion de l'azote au champ, l'achat des intrants, la répartition comme telle des différentes sources d'émissions va être variable d'une entreprise à l'autre. En conclusion, au niveau des gaz à effet de serre, il y a 3 principaux gaz à effet de serre qui sont considérés au niveau de la réalisation d'un inventaire à la ferme. Il y a le dioxyde de carbone, CO2, le méthane, CH4 et protoxyde d'azote, N2O. Il faut se rappeler que le méthane et le protoxyde d'azote ont des capacités à retenir l'énergie, donc des potentiels de réchauffement globaux plus importants que celui du dioxyde de carbone, le CO2, soit 28 pour le méthane et 265 fois la capacité à retenir la chaleur en comparaison au dioxyde de carbone pour le protoxyde d'azote, basé sur le 5e rapport du GIEC. C'est le secteur des transports qui émet le plus de GES au Québec. En 2019, on parlait de 43,3 % de l'ensemble des émissions totales émises du Québec qui provenaient des transports. L'agriculture est un secteur économique non négligeable en termes de quantité totale par rapport aux émissions provinciales. En 2019, l'agriculture émettait l'équivalent de 9,2 % des émissions de GES du Québec. 5 sources sont prises en considération lors de la réalisation d'un bilan de gaz à effet de serre à la ferme, soit la fermentation entérique, les sols agricoles, la gestion des fumiers, l'utilisation des énergies et également l'achat d'intrants qui est un poste de gaz à effet de serre indirect. La réalisation d'un inventaire ou d'un bilan de gaz à effet de serre à la ferme, c'est une étape fondamentale pour mettre en œuvre un plan de réduction de gaz à effet de serre. Ça permet d'identifier nos sources, ça permet de quantifier nos sources, ça permet également de prioriser quelles sources ou à quel endroit au niveau des sources, à quel endroit travailler au niveau de la ferme pour réduire les sources qui sont prioritaires. D'un autre côté, il faut tout le temps travailler à l'échelle de la ferme. Donc, ça, c'est très important lorsqu'on met en place ou quand on met en place certaines mesures ou stratégies de réduction de gaz à effet de serre, de travailler à l'échelle de la ferme. Parce que, supposons que je suis en production laitière et bon, je change ma ration pour inclure davantage d'aliments avec de l'amidon pour réduire ma fermentation entérique. Si par le fait même, je change ma rotation des cultures et supposons que je convertis davantage de prairies en maïs en silage pour avoir une ration plus riche en amidon et réduire ma fermentation entérique, bien, la réduction que je peux avoir au niveau des gaz à effet de serre de ma fermentation entérique peut être en fait contrebalancée par davantage d'émissions de protoxyde d'azote du fait d'avoir changé ma rotation de culture et d'avoir converti des plantes fourragères pérennes en maïs en silage. Donc, bien important de tout le temps avoir cette vision ou cette démarche globale à la ferme lorsqu'on met en place ou lorsqu'on élabore un plan de stratégie, un plan de réduction de gaz à effet de serre à la ferme. Ceci conclut la présentation sur les gaz à effet de serre issus de l'agriculture québécoise. Mon nom est Pierre Leclisot. Je vous remercie de votre attention.